Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les vraies voix. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Bon écoutez, on est en forme. Vous savez, je crois que le mardi, c'est ma journée préférée. Mais on est jeudi. Ah oui. En fait, c'est jeudi, ma journée préférée. Voilà. Mais c'est ma journée préférée aussi le lundi, Oui. le mardi, le mercredi et le vendredi. Ah oui. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le lundi et le vendredi. Voilà, ouais. Moi aussi, mais j'aime pas trop le mardi et le jeudi, je sais pas pourquoi. Moi, c'est marrant, moi c'est pareil. C'est une présence humaine dans le studio c'est pareil. Il y a un espèce de truc qui se passe le mardi et le jeudi qui me dérange Ouais. profondément. Il y a Je sais même pas pourquoi je suis là. Il y a une petite musique. Il y a un ovni qui débarque, un objet débattant non identifié qui s'appelle Françoise C'est D. ça, et c'est ça, je suis d'accord. Et d'un seul coup, je croise évidemment Philippe D. Et là, c'est le drame. C'est la cata. c'est le drame. Ça va faire notre semaine, ça. Et en fait, vous êtes tous les deux en D. Hein, Oui, c'est vrai. Ouais. On est en D, Oui. c'est ennuyeux. On est peut-être même probablement cousins 4e génération, Oh, puisqu'on mon est de la Dieu. même vallée, c'est horrible. Jésus, Oui. Marie-Joseph. Ah bah oui, C'était ça leur donne des niveau mariages scolaire. consanguins, regardez ce que ça donne. Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur. On salue les habitants de la vallée Toye et du Lavedan, hein, comme Et c'est nos deux d'Argelès vallées. Gazost, bien sûr, et de Lavedan, ouais. Bruxilène et toute la bande. Et voilà. Voilà, il y a que qui comprennent, hein, je vous le dis tout de suite. Bien sûr, personne ne sait où c'est. Ah. Nous, on est C'est totalement Volo, perdus. En tout cas, bienvenue à tous avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec le sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. C'est fait, le gouvernement a publié un décret pour acter ces 10 milliards d'euros de coupes budgétaires. 2 milliards d'euros en moins sur les programmes écologie, développement et mobilité durable. L'enseignement supérieur et la cohésion des territoires sont mis aussi à l'économie, mais pas seulement. Ces coupes touchent aussi des domaines régaliens, la justice, la police et la défense. Alors parlons vrai, est-ce que alors que le régalien est à la rue, il est normal qu'on l'y touche ? Est-ce juste le début, puisque selon le Figaro, il va falloir trouver 12 milliards de mieux d'ici l'été ? Est-ce que le mur de la dette étant là, on n'a plus le choix et il faut faire des économies partout ? Et à cette question, trouvez-vous cohérent qu'on fasse des économies également sur la police, la justice et la défense ? Vous dites non à 91%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on passera par la voix d'un économiste, un chef économiste chez CGI Consulting. Pascal Delima sera avec nous. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Des propos qui font honte aux États-Unis. La réaction russe après ces insultes de Joe Biden sur Vladimir Poutine. C'était, je cite, salopard, cinglé, fils de... Femme de petite vertu. Voilà, avant de cette polémique, ce sont des gaffes involontaires de Joe Biden qui suscitaient l'inquiétude quand il avait confondu le président égyptien et mexicain, Emmanuel Macron et Mitterrand, ou encore Angela Merkel et Helmut Kohl. Alors parlons vrai, est-ce que ces propos sont graves dans la bouche d'un chef de l'État ? Est-il encore crédible pour parler sur la scène internationale ? Est-ce que vous pensez par exemple que la santé mentale de Joe Biden pourrait conduire à une procédure d'impeachment ? À cette question, Biden risque-t-il de causer une crise diplomatique majeure ? Vous dites oui à 82%, toujours le même numéro, le 0826 300 300. Et Olivier Piton sera avec nous, avocat français aux États-Unis, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de ce livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Bienvenue à tous, c'est Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter cette actualité, un coup à gauche avec Philippe Bilger. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et À gauche, très à gauche. et très à droite, Françoise Grégoire. D'accord, donc on est d'accord qu'on parle du placement là par rapport à vous, parce Bah, que là, écoutez, vous savez, les choses peuvent changer. oui, François. c'est ça, c'est le réchauffement climatique. Je pense que là, à mon avis, c'est pas près de changer. En fait, Par très à moment, gauche je pour me sens à Bilger. gauche. Oui, Ouais, bah, ouais, très- ouais. Mais pas très, j'espère qu'un n'exagérez jour pas, on quand même. viendra à droite. Non, mais jamais. Françoise, le glissement. Oui, le glissement de la société vers la droite concerne tout le monde sauf moi. Il en reste une avec sa pancarte. Je suis d'accord. L'irréductible. Et avec Sébastien Ménard, entrepreneur dans la Ah bah, qui est foodtech. lui, entre les deux, lui. C'est Oui, le bah, c'est monsieur ça. entre deux Bah, chaises. En même temps, Ouais, et président du Parce qu'on le comité fatigue, là. de rédaction Presse Libre. C'est exactement ça, les amis. Je suis très heureux de vous retrouver. Comment ça va C'était la tempête en plein Paris, Bah, des ça se choses voit, s'envolaient, etc. Oui, aussi, j'en ai pris plein au niveau partout. des cheveux, ça se voit. Excusez-moi. Et Ouais, ça merci se voit. Cécile Le Minibus. Bah écoutez, je Mais vous en prie. toujours, on se sent bien accueilli ici. Il y a toujours un Toujours, moment ouais. où le Mordicus dit quelque chose qui... On va leur rendre, Françoise. Cécile de Mordicus, à un moment Excusez-moi. donné, elle mord. J'ai cette capacité à vous mettre en valeur. N'insistez pas trop non plus. Les amis, nous ne sommes pas seuls puisque nous sommes très écoutés. Nous vous en remercions et en l'occurrence par Romain qui est avec nous de Bordeaux. Bonjour Romain. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bah écoutez, Très bien. nous ça va très bien. Quel temps fait-il à Bordeaux?
Ah ben, du vent, comme à Paris, comme partout. Ouais, ça risque pas de décoiffer Philippe David, on aura au moins gagné ça. De quoi parle-t-on dans un instant? J'ai la même coupe. Hein. Vous êtes donc quelqu'un de très bien, Romain. Je me fie à mon idole. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il est bien, ce Romain. Je vais vous envoyer les réponses du qui c'est qui l'a dit, vous allez les mettre mais minables. Et Romain, est-ce que vous connaissez la signification exacte du mot idole? Non? Oui. Vous n'êtes pas trompé de mot? Ah, ok, d'accord, très bien. Non, c'est bon. Non, c'est un faux dieu. Voilà. Il y a juste que le mot faux qui est faux. Voilà. Fédol qui est vrai. Et on parle de quoi, Romain, dans un instant? Mais je vais vous faire un coup de gueule sur le ramassage des poubelles au poids. Oui, ça peut nous énerver, ça aussi. Allez, vous bougez pas. En attendant, on écoute le répondeur au 0826 300 300. Oui, bonjour, c'est Paul du Lot-et-Garonne. Eh bien, si les molécules, on nous les interdit en France parce qu'elles sont dangereuses, il faut aussi interdire tous les produits traités avec ces mêmes molécules de pénétrer sur le sol français. L'ambiguïté de la Confédération paysanne et d'autres, c'est de vouloir interdire des produits en France, mais de laisser rentrer des produits traités avec ces mêmes molécules. Donc, on marche sur la tête avec ces gens-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de bon sens. Soit les produits sont dangereux, alors on ne peut pas les utiliser et les produits traités ne rentrent pas. Soit si on accepte que des produits venus de l'étranger soient traités avec des molécules, mais il faut que les agriculteurs français puissent les utiliser. Ouais, il faut être cohérent, François. Est-ce que c'est pas du gros bon sens, comme disent les Québécois? Ma chère Cécile, les auditeurs deviennent de plus en plus pointus. J'avoue que je jette l'éponge devant ce problème de molécules. Françoise Debois, c'est du bon sens. On prend un exemple simple, le bœuf brésilien est traité avec 52 molécules qui sont interdites en Europe. Donc c'est un vrai sujet. Voilà. Mais lui, il le fait pas dans le sens où moi j'aimerais qu'il le fasse. Il dit puisque c'est autorisé, autorisons-le. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, puisque ça n'est plus autorisé, interdisons-le, imposons aux autres. On peut pas accepter du bœuf qui est traité avec ça. 52 molécules. Parce que tout le monde est en train de dire les pesticides, c'est pas grave, mais la vérité. On a plutôt tendance, évidemment, à vouloir assouplir les règles du jeu actuellement avec le monde agricole et avec nos camarades agriculteurs qu'on salue, mais je suis plutôt aligné sur la position de Françoise. C'est qu'à un moment donné, le pire n'étant jamais décevant, il faut quand même essayer de tirer tout le monde vers le haut. Vous essayez de vous acheter une copine, hein. Je vois ça surtout. C'est pas ça, je vous assure, regardez toutes les études sur les pesticides, les turbocancers, sur les consommateurs, sur les agriculteurs. Enfin, c'est terrible ce qui se passe. Allez, retour à Bordeaux avec Romain sur ce ramassage de poubelles dans certaines villes en France. Oui, eh bien en fait dans ma communauté de communes, donc à la campagne, le ramassage des poubelles se fait donc tous les 15 jours et on est facturé au poids sous couvert d'écologie. Donc je viens d'avoir une petite fille. Tous les 15 jours? Oui, tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours on est ramassé. Et donc je viens d'avoir une petite fille et je dois acheter des poches spéciales à 2 € l'unité pour mettre les couches. Et la déchetterie réfléchit à faire payer les passages au-delà de 4 par an. Donc à ce temps-là, il ne faut pas s'étonner que les gens jettent des déchets dans la nature. Une écologie réfléchie, oui, mais une écologie punitive, c'est pas constructif et c'est pas compris. C'est pas très malin. Mais ça se fait surtout que les ordures, c'est payé, on les impôts locaux, faut-il le rappeler. Je voulais juste dire que c'est comme ça en Italie depuis des années et que les Italiens... c'est comme ça en Italie, mais en même temps, ça marche très très bien sur les couches notamment parce que c'est un vrai problème sur les couches de bébés. Et effectivement... 2,50 € le sac. Oui, mais c'est assez strict. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On jette de plus en plus, on consomme de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est un vrai sujet. Non, mais il a raison. Si vous voulez que les gens jettent dans la nature, ils vont effectivement faire n'importe quoi. Je me souviens, un jour, j'ai dû faire quelque chose de pratique. Et il fallait trouver l'endroit, mais au diable vos verres, pour aller jeter des poubelles tous les 15 jours, c'était l'enfer. Mais en Italie, c'est comme ça, c'est vrai, vous êtes mais je pense que c'est très... Moi, ça me gêne pas du tout. Au début, j'ai trouvé que c'était une contrainte terrible. Quand on a un bébé? Non, mais j'entends tout ce que vous dites, mais je dis quand même... C'est bien quand on vit à la ville, quoi. Non, je crois pas, parce que... à la campagne, concrètement, une fois tous les 15 jours, c'est pas suffisant. Et ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas suffisant, parce que moi, dans la campagne italienne, c'est 3 ou 4 fois, vous avez des tours. Mais non, mais je vous donne... Excusez-moi, je vous donne cet exemple, parce que c'est eux qui sont le plus avancés dans ce domaine, et qu'on va aller vers ce qu'ils font eux. Donc, autant il faut aller avec la réalité de la vie aussi. Moi, la réalité de la vie, c'est mon bébé qui a 2 ans la semaine prochaine, c'est 3 à 4 couches minimum par jour.
oui. Voilà, ça c'est la réalité, c'est la vraie vie, ça. Ouais. C'est la réalité vraie, vécue. Moi, je ne sais pas comment je ferais, même si effectivement, encore une fois, j'abonde dans le sens de Françoise, il faut à un moment donné qu'on pivote. On peut pas avoir, moi je vois les poubelles, mais je vois, non mais ça c'est un autre problème. On peut pas quelque part jeter à la corbeille une idée plutôt vertueuse qui consiste à faire payer les pollueurs. C'est-à-dire que moi je vois de manière honteuse, je vois les poubelles notamment à Biarritz déborder les poubelles des commerçants, les poubelles des habitants, etc. Regardez. C'est pas possible. Il faut trier, et il faut être de plus en plus vertueux. Et si le moyen pour être de plus en plus vertueux et pour obliger les gens à trier, voilà. Et après évidemment vous allez me dire oui mais les gens vont tout jeter dans la nature. C'est une autre problématique. C'est encore une autre problématique. Mais il y a la police municipale pour verbaliser. Oui mais on n'est pas. C'est ridicule ce que vous dites, Sébastien. Non, je ne pense pas que c'est ridicule. Je veux dire, à un moment donné, vous vous rendez pas compte, on se rend pas compte de ce que nous produisons comme déchets. Mais dans ces cas-là, il faut remettre les couches lavables comme dans les années 50. Pourquoi non ? C'est pas si con. Les personnes qui les nettoient vont être contentes. Je voulais juste vous dire qu'on parle pas simplement des couches. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde dit Paris est dégueulasse, mais c'est les Parisiens qui sont dégueulasses. Et moi, j'habite pas dans un quartier populaire. Je vois la façon dont les gens jettent dans ma rue. Et croyez bien que c'est pas un quartier populaire, ça m'écoeure. C'est honteux, c'est n'importe quoi. C'est à la voie publique. Mais c'est dégueulasse. On fait pas le tri. Les trucs du hamburger, ça m'écoeure. Après Françoise, là on va pas faire un débat dans le débat, les amis. Notre auditeur a raison, c'est qu'on peut pas faire payer les gens 3 fois. Voilà. Non, là, oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec vous là-dessus, bien sûr. Nous, c'est tout ce qu'on se dit. C'est juste vous êtes d'accord sur le tri, il faut être bien sûr. Moi, je trie comme une malade. Alors, je peux vous assurer que ça m'étonne pas. Et quand je vois que tout est mis ensemble, ça me... Et je quoi ? Et vous l'avez à fond. Ah oui, mais ça dépend des fois. Non, ça dépend. Non, ça c'est impossible. Aujourd'hui, non. Je crois que je l'ai aujourd'hui. Non, ça c'est impossible. Je crois que je me suis lavé que le côté droit aujourd'hui. On peut tout croire, mais pas ça. Avec c'est pour Philippe David. Le côté gauche, c'est Philippe Bilger. Il est un peu plus loin que moi, c'est pas grave. Romain, vous êtes là ? Oui. Merci Romain. Alors Françoise Degois et Sébastien Ménard, vous nous les pliez ou qui c'est qui oui, là vous les pliez. Ouais. On est d'accord. C'est pas gagné. On attend sa réponse. Romain. Le truc, c'est que les gens comparent la ville à la campagne. Non, pas du tout. Allez, on en reparlera dans un instant. Les 3 mots dans l'actu et puis le réquisitoire du procureur. On est très en retard. La société est moins coupable que le délinquant. Ouais, exactement. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David. C'est ensemble jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone que vous connaissez bien entendu, 0800 26 300 300, parce qu'il ne faut pas que je le dise trop vite, il faut vous ayez le temps de le noter, vous arrêtez sur le bord de la route, prendre un crayon, c'est pas facile, donc je le répète, 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et on parle de quoi ? On va parler d'une nouvelle condamnation pour Éric Zemmour, de la grève des salariés de la Tour Eiffel et puis de l'alerte au vent violent qui paralyse les trains dans le nord et l'ouest du pays. En 3 mots, ça donne condamnation, monument et alerte. Pardon Félix, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et quelque part, monsieur le procureur, vous allez requérir contre Rousseau, Jean-Jacques Passandrine, puisque vous pensez que la société n'est pas coupable face aux délinquants ou aux criminels. Quand j'étais avocat général, j'étais exaspéré par une certaine philosophie pénale qui, pas seulement à gauche, une grande partie de la droite n'était pas loin d'adhérer à l'idée que le délinquant ou le criminel n'était pas responsable de l'infraction qu'il venait de commettre, mais qu'au fond, la société avait tellement pesé sur lui qu'en réalité, elle était presque plus coupable que lui. Et autant je crois qu'il est impossible, en matière judiciaire, d'appréhender un crime ou un délit sans tenir compte à un moment donné du pluriel social dans lequel s'insère l'auteur de l'infraction, autant je trouve que l'idée de soutenir, et je l'ai entendu, je ne l'invente pas, que la société serait quasiment exclusivement responsable du crime ou des délits, enlèverait paradoxalement aux transgresseurs l'honneur d'être un homme, d'être libre, d'être responsable. Et j'en parle à gauche, cela ne m'étonne pas,
mais je ne mets pas forcément Françoise dans le lot. Mais ce qui me navre, c'est qu'une partie de la droite continue à ressasser ces poncifs directement hérités de la gauche. Françoise Degois. Moi, je ne serais pas aussi, comment dirais-je, radical que vous. Je pense que, ça ne veut pas dire que... Moi, je n'ai pas la culture de l'excuse, mais j'ai la culture de l'explication. Il est bien évident qu'il y a à un moment donné des critères dans la vie sociale, dans le début de la vie d'un certain nombre de personnes. Je ne parle pas des petits casseurs qui cassent les magasins, c'est pas ça dont je parle. Hein. Parlons du grand banditisme, parlons, comment dirais-je, vous êtes un grand magistrat. Donc vous savez très bien qu'il y a quelque chose que vous allez chercher dans la compréhension de la mécanique. Même, je vais jusqu'au bout, même d'un tueur en série. Si je pousse jusqu'au bout, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que... mais comprendre ne vaut pas excuse pour moi. Donc je ne sais pas si vous mélangez pas un petit peu l'idée de compréhension et l'idée d'excuse. Je ne crois pas, Françoise, là, mais ce que vous dites est très juste. En revanche, moi, j'avais dans la tête le fait qu'il y a une philosophie pénale qui n'est pas loin de considérer que la société est coupable plus que celui qui commet le... Mais allez, le mot de la fin, Sébastien. Moi, je suis, et pour le coup, je le fais pas exprès, mais je suis à la fois d'accord avec Philippe. Vous êtes toujours dans cette ligne. Parce qu'on a souvent tendance, quelque part, à être sur cette espèce d'exclusionnite perpétuelle, permanente. C'est de la faute de la société, c'est de la faute de la modernité, etc., etc. Et en même temps... Les amis, on n'a plus le temps. Et en même temps, on ne peut pas ne pas expliquer ce qui, quelque part, conditionne un certain nombre d'êtres humains à Merci déconner. beaucoup. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec beaucoup de retard. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont condamnation, monument et alerte. Éric Zemmour condamné en appel pour incitation à la haine raciale après des propos anti-islam et anti-immigration en 2019 à la Convention de la droite. Une gestion calamiteuse de la Tour Eiffel selon la ministre du Tourisme. 4e jour de grève, le gouvernement tire à bout les jours sur la mairie de Paris et puis alerte au vent violent. La SNCF suspend la circulation de plusieurs lignes de train dans le nord et l'ouest. Les vraies voix Sud Radio. Et pardon, on a un petit problème de son et de production, Félix Mathieu, désolé. Oui, effectivement, on ne va pas pouvoir diffuser les sons qui étaient prévus. En tout cas, on vous parle de cette décision de la Cour d'appel de Paris qui a finalement retenu l'incitation à la haine raciale et à l'injure publique. Éric Zemmour condamné à 15 000 € d'amende pour des propos tenus en 2019, une diatribe contre l'islam, contre l'immigration. C'était lors de la convention de la droite organisée par les proches de Marion Maréchal. Il avait alors fustigé, je cite, des immigrés colonisateurs, une islamisation de la rue, décrit aussi le voile et la djellaba comme des uniformes d'une armée d'occupation. Alors le tribunal de première instance l'avait relaxé en considérant, je cite, qu'il ne visait pas l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes. C'est pas l'avis de la Cour d'appel de Paris. Condamnation à 15 000 € d'amende pour provocation à la haine raciale. Elle évoque aussi un discours de haine qui dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression. Elle le reconnaît coupable d'injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Il devra aussi verser 1 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais de procédure à 4 associations antiracistes. Une réaction peut-être. Je n'ai jamais de ma vie demandé à ce qu'on fasse appel. Je comprends pourquoi. Moi, je trouve ça très bien. Écoutez, moi, ça fait. Vous savez, c'est sain. Parce que dans tout le débat qu'on a vécu et qu'on vit sur la liberté d'expression, CNews, pas CNews, etc., la seule ligne, en réalité, qu'on peut juger, c'est la ligne pénale. Voilà, on peut tout dire sur tout média, on peut développer toutes les idées, CNews a autant sa place que Libération ou que je ne sais quel média d'extrême gauche, mais la réalité, c'est que la ligne, c'est la sanction, c'est la décision judiciaire. Allez, et stop, je trouve ça ça. Stop. Pardon. Sébastien, un petit mot. Oui, je voulais dire, Zemmour, c'est pas la première fois qu'il, malheureusement, malgré toute l'estime qu'on a pu avoir par le passé pour lui, c'est pas la première fois qu'il dépasse la ligne rouge. Et là, il l'a dépassé, évidemment. Allez, le deuxième mot est monument. Les salariés poursuivent leur mouvement de grève en bas de la Tour Eiffel aujourd'hui. Et sur leur pancarte, on pouvait voir un dessin d'une Tour Eiffel en train de se faire traire par Anne Hidalgo. Comme une vache, les salariés dénoncent le défaut d'entretien du monument parisien. Des loyers jugés trop élevés, demandés par la mairie, propriétaire de la société d'exploitation du monument. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, est même venue aujourd'hui pour leur apporter son soutien. Ce matin, c'est la ministre du Tourisme, ancienne députée de Paris, Olivia Grégoire, qui s'en prenait à la mairie sur Sud Radio. La gestion de la ville de Paris est calamiteuse, dit-elle. Elle l'accuse de ne pas respecter le testament de Gustave Eiffel, qui réclamait une réfection tous les 7 ans. Olivia Grégoire d'appuyer son propos en affirmant qu'Anne Hidalgo n'écoute personne à la mairie de Paris. Des propos à retrouver en podcast sur le site et l'application de
Sud Radio. Troisième mot, alerte. La SNCF suspend la circulation de certains trains dans le nord et l'ouest. Alerte météo, pluie, inondations et vents violents sur près d'une trentaine de départements. Des lignes de TER des Hauts-de-France et de Normandie à l'arrêt, mais aussi les liaisons Quimper-Brest et Saint-Brieuc-Lannion. Les trains desservant Paris-Saint-Lazare seront terminus Caen, Rouen et Lisieux, indique la SNCF. Terminus Argentan concernant ceux de la gare Montparnasse. Perturbations à prévoir sur les lignes Paris-Vernon, Rouen et Paris-Trouville-Deauville. Alors tout devrait rentrer dans l'ordre demain matin, indique la SNCF. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. Ce matin, le gouvernement a détaillé dans un décret les 10 milliards d'euros de réduction budgétaire qui concernent 29 domaines, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que, alors que le régalien est à la rue, il fallait toucher à ces secteurs régaliens? Est-ce que juste le début, puisqu'on nous parle de 12 milliards de mieux à trouver avant l'été, 12 plus 10, ça fait 22. Est-ce que le mur de la dette est là et qu'on n'a plus le choix? Est-ce que pour vous, que c'est cohérent qu'on fasse des économies sur la police, la justice et la défense également? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Pascal Delima est avec nous, un chef économiste chez CGI Consulting. Bonsoir, merci d'être avec nous. Rapidement, est-ce qu'il y a une cohérence finalement entre les coupes budgétaires et la réalité du terrain? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a une trajectoire budgétaire qui est extrêmement compliquée, et voilà, et donc on a la pression de la Commission européenne, puis les agences de notation qui arrivent très vite. Donc il faut trouver de l'argent, voilà, tout simplement. On en parle dans un instant. Vous voulez réagir? 0826 300 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, Philippe David et moi sommes très heureux d'accueillir Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménat, en tout cas pour l'instant, parce que tout peut changer. Oui, attendez, vous savez quand même qu'il y a 17 minutes avant le qui c'est qui n'a dit. Bah ouais. Oui, 17 minutes. Ça va être long, ça va être long. Oh, ça va être long. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Ces 10 milliards, c'est l'État qui les prend sur ses épaules. Il fait du mal au pays, il fait du mal à la croissance, puisque la dépense publique, c'est celle aussi qui nourrit l'activité des entreprises. Tous les ministères seront mis à contribution et devront moins dépenser pour leur fonctionnement. Alors qu'on a la transition énergétique, on a le choc du vieillissement, la dénatalité, il nous faudrait trouver des marges de manœuvre qu'on n'a plus. Et donc ça y est, c'est fait. Le gouvernement a publié ce décret pour acter les 10 milliards d'euros des coupes budgétaires. 2 milliards d'euros en moins pour les programmes écologie, développement et mobilité durable. L'enseignement supérieur et la cohésion des territoires sont mis aussi à l'économie. Mais pas seulement, ça touche aussi des domaines régaliens, la justice, la police et la défense. Alors parlons vrai. Est-ce que le régalien étant dans l'état qu'on connaît, il est normal de le mettre aussi à contribution? Est-ce que c'est juste le début? On nous parle de 12 milliards de mieux à trouver d'ici l'été. C'est le Figaro qui le dit. Est-ce que avec 50 ans de déficit budgétaire consécutif, le mur de la dette est là et qu'il n'y a pas de choix, il faut faire des économies partout? Trouvez-vous cohérent qu'on fasse des économies également sur la police, la justice et la défense? Eh bien, vous dites non à 89% sur Twitter. Appelez-nous pour réagir au 0826 300 300. Et on a demandé à un économiste, chef économiste chez CGI Consulting, Pascal Delima est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, à notre question, est-ce que ce n'est pas un peu incohérent avec ce qui se passe aujourd'hui? C'est réduction de budget sur du régalien. Je trouve qu'il y a un paradoxe quand on regarde rapidement les campagnes présidentielles. Régulièrement arrive le sujet de la réduction des dépenses publiques. Et à chaque fois, on demande à celui qui a ce désir de les réduire, vous pouvez nous dire dans quel ministère vous parviendrez à faire des économies. Et à chaque fois, après avoir énoncé le vœu de la réduction, le candidat est incapable de dire où il amoindrira les dépenses et réduira le nombre de fonctionnaires. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on constate en réalité l'absurdité d'un tel système, puisque pour faire des économies, on est bien obligé de réduire les dépenses régaliennes, alors que plus que jamais, elles sont nécessaires. On n'a pas 36 manières de réduire les 12 milliards, de les trouver quelque part. Là, c'est 10 et après, c'est 12 de mieux. Ça fera 22 en tout. Françoise Degois. Mais je pense qu'il faut quand même être concret, parce que je suis d'accord, on est dans l'abstraction, mais ça signifie, si on touche moins de policiers, moins de matériel, c'est extrêmement concret, 5 milliards, vous ne les trouvez pas en faisant des économies de photocopie et d'éclairage dans les ministères. Je donne une idée de prix, c'est le prix d'un porte-avions équipé. Mais je vais y venir.
Je sais que Pascal de Lima, il est plein de bienveillance, mais il va écouter mon raisonnement en souriant parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça l'économie. Mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas comme ça? Vous rétabliriez l'ISF, 4,3 milliards par an. Je suis désolé de le dire. Vous taxeriez, même une partie de la droite était d'accord avec ça, une partie des super profits, même pas l'ensemble des super profits. Vous avez vu ce matin, le CAC 40 s'envole. Le CAC 40 ce matin, grâce aux entreprises de la tech, a fait un record historique, ok? Et on est en train de nous dire que sur le régalien, mais pas simplement sur l'écologie, mais sur les policiers qui sont déjà à l'os, je suis désolé, les hôpitaux sont à l'os, l'éducation nationale, vous avez déjà vu l'état des universités, j'ai été donner un cours l'autre jour, j'avais honte, j'ai honte, l'université française, vous pensez que vous êtes vraiment dans un pays sous-développé, il pleut dans les couloirs, c'est dégueulasse les amphis, vous vous rendez compte? Et plutôt que de toucher au plus haut revenu, plutôt que de toucher à quelque chose de bon sens, une taxation, même partielle, d'une partie des dividendes, on continue, on se serre sur la bête. La réalité, c'est ce qui se passe, je vais en parler dans mon coup de cœur tout à l'heure, c'est ce qui se passe sur la santé avec le retour de maladies, c'est ce qui se passe sur la nutrition, c'est ce qui se passe dans les transports en public, c'est ça la réalité, voilà. Sébastien Ménard. Et en même temps, on est le pays français où on taxe encore le plus le travail. Parce que il faut le dire quand même. Oui, il faut le dire, Françoise. C'est que on taxe le travail, on taxe jamais le capital dans ce pays. Mais trop d'impôts, que ça soit trop d'impôts sur le capital ou trop d'impôts sur le travail, fait fuir, en tout cas moi, mes collègues entrepreneurs, très clairement. D'accord, ça mais fait quand tu fuir. es à 15%, quand tu as un bouclier fiscal à 15% sur toutes les opérations financières et que tu peux payer plus de 15% d'impôts avec tes revenus boursiers, il faut être précis, Françoise, quand vous dites qu'il n'y a plus d'ISF, l'ISF a été remplacé par l'IFI. On n'a jamais payé autant d'IFI. Non, mais on n'a jamais payé autant d'IFI en France. D'accord. C'est une réalité. Non. Donc celles et ceux qui ont du patrimoine, et souvent du patrimoine lié quelque part. Non, mais je vais aller au bout. Aller au bout sur les dividendes, sur notamment les revenus à leur boursiers. réussite entrepreneuriale. Mais avec des dividendes, on fait plein de choses. Avec des dividendes, on réinvestit dans l'économie. Oui, bien sûr. Avec des dividendes. Vous croyez encore au ruissellement, mais dis donc, depuis le temps qu'on y croit au ruissellement, regardez l'état de ce pays. Enfin, c'est pas moi qui. Honnêtement, c'est pas moi qui galège. Regardez les transports publics, regardez l'état des gens, regardez le chômage maintenant qui remonte. C'est pas le tiers-monde non plus, je peux pas vous laisser dire ça. Excusez-moi, j'ai pas dit que c'était le tiers-monde, nous sommes en voie véritablement d'appauvrissement dans l'ensemble des secteurs. Allez faire un tour dans les universités. J'ai été professeur à l'université. Allez-y, là, il y a une semaine j'y étais, j'ai halluciné de voir l'état dans lequel les étudiants travaillent, c'est dégueulasse. Balle de match. Pardon. Pascal de Lima, 50 ans de déficit budgétaire consécutif. Est-ce que maintenant on n'est pas face au mur de la dette? D'ailleurs, Bruno Retailleau l'a dit ce matin sur une chaîne concurrente. Non, c'est un aficionado de Bruno Retailleau. Non, mais c'est pas Gabriel Attal. On n'a pas le choix et qu'il faut faire des économies absolument partout. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un chaînon économique qui est un petit peu vicieux, à savoir qu'un cercle vicieux, c'est que, évidemment, la conjoncture internationale impacte la croissance économique de la France, qui va impacter les déficits et la dette. En gros, les 2 C, les 2 D, conjoncture, croissance, déficit et dette. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, on ne maîtrise plus du tout ce qui se passe au niveau de la conjoncture internationale, qui joue donc sur les prévisions de croissance. Je rappelle qu'il y a encore la guerre en Ukraine, qu'il y a la Chine, tout simplement, qui ralentit aussi, qu'il y a une récession en Allemagne l'année dernière, et que ça joue directement, même les incertitudes au Proche-Orient, jouent automatiquement sur la croissance française, et que les prévisions de croissance française ont baissé. On était sur 1,4% pour 2024, on est à 1%, et que 0,1% de croissance en moins, c'est 0,05% de déficit en plus, c'est-à-dire 1,4 milliard à trouver. Donc, pour être dans les clous, il fallait trouver 5,8 milliards, 0,4 fois, donc il faut multiplier par 4,4. Et donc les 5,8 milliards, et ben voilà, on essaie de les trouver comme on peut, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est dans une période d'austérité indiscutable. On a eu le quoi qu'il en coûte, on peut pas faire 2 quoi qu'il en coûte, 3 quoi qu'il en coûte, et puis à un moment donné, il faut faire de l'austérité. Et évidemment qu'il y a une question qu'on traite assez peu en France, qui est l'aspect qualitatif de l'austérité. On pourrait faire des économies sur certaines dépenses qui apparaissent moins efficaces, et évidemment éviter de toucher aux régaliens. Ça c'est très intéressant. Mais comment on en est arrivé là, même avant le Covid, ça n'allait pas vraiment. Qu'est-ce qui a basculé en fait? Le chaînon. C'est-à-dire qu'avant on avait le Covid, aujourd'hui on a le contexte international qui est incertain et donc qui impacte la croissance. Je reste sur mon raisonnement. Et donc les prévisions de recettes sont inférieures en fait aux recettes réelles.
Ce qui, entre-temps, nous évite de traiter de certains sujets absolument centraux, comme le chômage, le monde de demain, les métiers de demain, l'IA, le monde technologique qui arrive, mais qui nous centre tout sur un volet exclusivement quantitatif, où on doit gérer finalement un État, comme on gère une entreprise. Donc, on va faire du fine-tuning fiscal. Ça veut dire, on va essayer de frapper sur de la petite fiscalité. Très pointu. Voilà, une taxe sur le tabac, chirurgical, taxe sur le tabac, on remonte un peu la taxe sur l'électricité, sur le pétrole, etc. Et on fait pas de grands projets d'impôts fiscaux, ça se voit le moins sur la possible. Fortune. Et donc c'est tous dans cette subtilité-là qu'on est, quoi. Allez, François. J'ai une question parce que moi je reviens à mes marottes. Vous direz que c'est les marottes de la gauche, mais enfin c'est les marottes. Non, mais c'est les marottes de plein de gens. Les gens comprennent pas. Quand vous avez 3 milliards qui sont donnés à Zelensky, et moi je redis, vraiment je redis que je suis absolument pour qu'on aide l'Ukraine à ne pas s'effondrer. Parce que si l'Ukraine s'effondre, alors là c'est la fin des haricots pour un autre domaine pour nous. Mais honnêtement, quand vous voyez ça, donc le CAC qui flambe, etc. Comment voulez-vous qu'un citoyen français, mais qui est honnête, qui paye, la classe moyenne, etc., comprenne qu'à un moment donné, on ne prend pas une décision de taxer les super profits, par exemple. Regardez les profits faits par les entreprises du CAC 40 et les entreprises de l'agroalimentaire. Toute la crise agricole, elle est en partie dans ce problème-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est vraiment un truc de bolchevique ou c'est juste du bon sens, pour reprendre l'expression préférée de Philippe David? Mais si vous voulez, non mais vous pouvez répondre à Stalina de Bois. Alors, quelle horreur! Non, virez ça. Lénina, allez. Lénina, Trotsky, au moins il est mort, il n'a pas eu le temps de nuire. Si, le temps de nuire avant, oui. Allez, on y va. Pas autant où il aurait pu. Pour moi, les réponses sont dans le fait qu'on ne met pas sur la table les sujets qui vont permettre d'éviter ces inégalités, qui vont permettre d'éviter ce fossé social qui est en train de se creuser. C'est-à-dire les métiers de demain, c'est-à-dire les salaires de demain, c'est-à-dire le marché du travail, c'est-à-dire de voir la technologie, par exemple, comment faire les emplois verts. Tout ce qui tourne autour, 1, des technologies, 2, des emplois verts, 3, des métiers de demain et du monde de demain. Les États-Unis ont déjà pris de l'avance sur nous, c'est indiscutable. Je ne vais pas rentrer sur les sujets un petit peu techniques, mais sur l'IA, par l'intelligence artificielle, par exemple. Mais pas que, il ne faut pas non plus avoir peur de l'intelligence artificielle. Il y a des moyens vraiment d'enrichir les métiers. Pour moi, c'est le marché du travail de demain. J'allais même presque dire la dépense publique de demain, le protectionnisme aussi intelligent, qui protège les agricultures, qui font des circuits courts de demain. C'est tout ça qu'on ne met pas sur la table. Je suis d'accord avec vous. Les amis. Sinon, effectivement, il y a des tensions. On part au standard avec Romain à Bordeaux. Romain, qu'est-ce que vous pensez quoi de tout ça, vous? Alors, moi, je vais faire une petite dédicace à Philippe. En gros, pour commencer, je vais faire une petite citation de Coluche, mais remaniée pour l'occasion. En gros, tous les 5 ans, il y a de plus en plus de politiques ignares et déconnectés. Mais pour ce quinquennat, j'ai l'impression que ceux du futur quinquennat sont déjà là. Oui. Je vois qu'il y a une citation de Coluche. Voilà, on donne en gros 3 milliards à l'Ukraine qui viennent s'ajouter aux 2,5 milliards déjà versés. 1 milliard à l'Afrique du Sud pour sortir du charbon. J'en passe et des meilleurs. Moi, quand je suis endetté, peu importe qui a besoin, je donne pas. Je pense d'abord à avoir le cul propre. Concernant l'annonce des 10 milliards d'euros de Bruno Le Maire, l'inintelligent ministre de l'économie, pour la justice, il faut juste simplifier le code pénal et mettre des peines automatiques suivant certaines infractions courantes pour désengorger les tribunaux. La police, il manque cruellement de moyens. Il suffit de voir l'équipement préhistorique que les gendarmes ont à Mayotte. Si vous voulez de l'argent, moi, il n'y a pas de souci. 50 milliards, c'est ce que a coûté l'immigration en France en 2023. Source de la Cour des comptes. 100 milliards d'évasion fiscale en 2023 selon le syndicat solidaire Finances publiques. 17 milliards de fraude sociale en 2023, comme les cartes vitales. L'enseignement, la moitié de la masse salariale, ce sont des administratifs. Arrêtez de tout subventionner. Si vous avez plus de salariés dans le secteur public que dans le secteur privé, votre pays court à la ruine. Le privé fait vivre le public et le privé a besoin du public, mais pas d'un public obèse. Il faut du régalien. Je voudrais juste finir. Il faut du régalien, mais pas au niveau atteint actuellement. En France, un salarié travaille pour l'État jusqu'au 19 juillet. Remettons du bon sens dans la gestion des comptes publics, comme les Français font généralement dans la gestion de leurs comptes. Et vous inquiétez pas, les économies se feront naturellement avec une bonne gestion. Pascal Delima, pour rebondir sur ce que disait Romain, les prélèvements obligatoires, c'est plus supportable. On peut plus augmenter les impôts maintenant en France. Non, c'est compliqué. C'est vrai que là, on est sur des taux de prélèvements obligatoires importants, au-dessus de la moyenne de l'Union européenne.
etc. Donc là, il y a une pression fiscale, et vous parlez de prélèvement, mais on dit, parce que c'est ce qui est souvent communiqué, que les classes moyennes ont plutôt vu leurs impôts baisser quand même depuis 7 ans. Ce qu'a dit Bruno Le Maire, moi je le crois. Oui, c'est une partie en tout cas de la promesse Macron qui a tout à fait. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que on met pas les taxes dans les prélèvements. C'est-à-dire qu'il y a des petites taxes qui émergent de partout. Je ne parle même pas des amendes. C'est étrange, mais vous savez que les amendes, c'est une traçabilité infernale pour les automobilistes. Et ça fait une pression fiscale supplémentaire qui, là, pour le coup, compense les gains qui ont été réalisés. Sans aller jusqu'aux solutions extrêmes de notre auditeur, quelle serait, de manière claire, Pascal, une manière de sauver le domaine régalien sur le plan des crédits? Pour moi, il faut une réforme complète des dépenses publiques, une évaluation de l'efficacité des politiques publiques, comme on l'a fait au Canada, dans les pays anglo-saxons, et tout simplement être capable, comme l'a dit l'auditeur, redistribuer intelligemment les richesses, et évidemment pas toucher aux fonctions régaliennes. C'est quand on commence, vous savez, on est dans un monde où, je me souviens, les mots n'ont plus de sens. Et quelque part, les mots, donc l'éducation, on dirait que ça veut presque plus rien dire. Même parfois, on parle de la santé. Alors, on a dit qu'on touchait pas à la sécurité sociale. Merci, on n'y est pas encore. Mais les mots n'ont presque plus de sens. Donc, le régalien n'a presque plus de sens, si vous voulez. Donc, pourquoi pas s'y mettre dans tous les domaines? Moi, je pense qu'il faut repartir des fondements du keynésianisme, des fondements du multiplicateur budgétaire, c'est un peu compliqué, mais des fondements de ce qui fait la croissance économique et du partenariat public-privé. Sébastien Ménard. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a aussi, à un moment donné, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les politiques publiques, il faut une cohérence. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que je suis parfois critique avec un certain nombre de mes amis actuellement au gouvernement, c'est que on peut pas y aller par petites touches. Voilà, on essaye, comme vous le disiez tout à l'heure, on prend un petit peu à droite, on prend un petit peu à gauche. Voilà, la réalité, c'est qu'effectivement, là où je suis aussi d'accord avec François, c'est que en fait, c'est totalement illisible. C'est-à-dire qu'on comprend pas. Évidemment, il n'y a pas de sujet sur l'idée qu'il faut aider l'Ukraine. Mais évidemment, moi, pour le coup, je suis comme notre auditeur. Je m'interroge sur l'aide d'1,5 milliard donnée à l'Afrique du Sud. Pour arrêter le charbon. Voilà, quelle cohérence pour la France, quelle cohérence, je dirais. Non, mais on peut pas tout faire. On peut pas être partout. Il y a des à un moment donné, il faut ça. choisir. Voilà, il y a des moments pour ça. Il faut choisir. Attends, s'il vous plaît, je vais aller au bout. Il faut choisir ses batailles. Pour choisir ses batailles, il faut avoir une cohérence, il faut avoir une ligne, il faut avoir une colonne vertébrale. Voilà. Et la colonne vertébrale fiscale, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, c'est pas depuis 7 ans, on la cherche. Mais il a raison, Romain, quand on a les moyens, on a les moyens. Je voulais juste dire, d'abord, je répondrai à Romain, j'entends ses solutions radicales, je suis évidemment pas d'accord avec lui. Je pense que par exemple, l'aide au développement, c'est une fumisterie de la sucrée. On sucre 1 milliard. Vous savez, il y a tout le volet pour l'immigration, il y a la lutte sécuritaire qu'il faut évidemment mener, mais il y a toute l'aide au développement qu'il faut mener aussi. Ça marche sur 2 jambes, la lutte contre l'immigration. Enlever 1 milliard, eh bien, c'est nous-mêmes nous tirer une balle dans le pied, 1 milliard à ces pays pour pas les développer. On donne 150 millions d'euros par an à Mayotte, aux Comores, ça n'a pas arrêté l'immigration clandestine vers Mayotte. C'est encore autre chose, les Comores, c'est un problème politique. Non, mais c'est un problème de politique. Nous ne menons pas le combat politique avec le président des Comores, qui est une véritable ordure. Donc ça, on met ça de côté. Je vous laisse responsable de vos propos. Je voulais dire, oui, je suis tout à fait, j'assume complètement qu'il laisse crever sa population et il n'y a rien de moins. C'est un autre sujet, François. C'est un autre sujet. Par ailleurs, je répondrai à Romain en lui disant que je rappelle quand même que ces fonctionnaires qui sont honnis, c'est eux quand même qui soutiennent toujours le pouvoir d'achat et la consommation. C'est parce que vous avez un CDI, que vous êtes fonctionnaire, que vous pouvez obtenir des prêts, emprunter, acheter des logements, acheter des bagnoles. Donc j'en ai un peu marre. Mais tout il le n'a pas tapé sur les fonctionnaires. Si, il a dit les fonctionnaires, quand il y a plus de fonctionnaires, etc. Non, il faut arrêter avec les fonctionnaires. Les fonctionnaires, il a parlé du nombre d'administratifs en trop au ministère de l'Éducation. C'est eux qui font tourner la marmite. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est eux aussi. Ça n'empêche que ça se trouve, il y en a. On peut faire une révision générale. À quoi a servi, mon dernier point, c'est à quoi a servi le Haut-Commissariat du plan de Bayrou? C'était à ça que ça aurait dû servir, justement, le travail de François Bayrou. Pas si vous avez des résultats de ce projeter plan. Ce que disait Pascal de Lima, projeter pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on fait avec la révision générale des politiques publiques? Notre économiste Pascal de Lima, le mot de la fin. En cœur. Non, mais là, je dirais le fil conducteur, c'est vraiment les jeunes, le marché du travail de demain, et de qualifier, former, d'essayer d'avoir une vision sur
l'écologie de demain, sur le futur. Je crois qu'il faut sur au moins 5 ans de savoir. Et puis en face, les dépenses publiques, l'efficacité des dépenses publiques qui vont avec pour assurer les synergies entre le privé et le public. Merci beaucoup Pascal Deliban d'avoir été avec nous, économiste. Il est très fort, il est très clair. Il est aussi bon au football ou pas? Il est très bon au football, je le connais bien. Il est de votre avis. Non, il n'est pas du tout de notre avis. Il donne là aussi l'impression qu'il donne raison à tout le monde, mais il est très gentil. Il est très habile. Il est très gentil, il est très gentil. Il voit bien qu'on n'y comprend rien. On peut le tester ou c'est qui l'a dit? Ah bah vous avez vu, elle a dit qu'elle y comprenait rien. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, on va le tester. Allez, restez avec nous, Romain. Le qui c'est qui l'a dit dans un instant. Vous ne bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais c'est ce qui fait avancer, en tout cas, le débat. Et ça, c'est important. Et nous ne sommes pas du tout d'accord sur un point, c'est qui gagne, qui doit gagner ou qui c'est qui l'a dit. Avec Romain qui est avec nous. Ça va, Romain? Ça va? Il y a de la revanche à prendre. Je vous préviens, Cécile, je surveille le téléphone portable de Sébastien Ménard qui est capable de recevoir des SMS. Attendez, on a mis des brouilleurs. Vous inquiétez pas. Allez, on y va. 2 semaines de suite, attention. On y va, vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on rentre directement dans le dur. Mon cher Romain, écoutez bien. C'était ce matin, c'est une question, qui c'est qui l'a dit, à 2 points. La France est en situation de quasi-faillite. On danse sur un volcan. Le maire, j'en sais rien. En cœur. 2 points pour Françoise Degois et Sébastien Ménard. Philippe Bilger, je ne suis pas J'aurais d'accord. laissé Retailleau. Alors, il a posé un droit de propriété sur Retailleau, donc 2 points pour Philippe Bilger. Qu'est-ce qui vous arrive, Philippe? Seconde question, s'il vous plaît. Qui c'est qui l'a dit sur Ma Prime Rénov'? Je pense qu'il va pas être loin de gagner le prix de l'humour politique parce que la phrase est amusante. Je sais. En 10 ans, on a fait 1 milliard de moins, mais en fait, on fera moins de plus. Je sais. Ça aurait pu être Hollande. Attendez. Romain, je la répète. En 10 ans. Un idiot. En Un 10 ans. idiot qui a dit ça. Allez-y. Un idiot. C'est un ministre. Un idiot. J'ai gagné, un idiot. Mais bon, Qui c'est gagné un idiot? Non. Langouchat, Romain? Christophe Béchu. Bonne réponse de Françoise Degois. Elle est partout sur Twitter, je vous signale que Ah oui, va la gagner. phrase fait rire tout le monde. On dirait, vous vous souvenez, c'est Moscovici. Nous avons pu identifier une baisse dans la hausse. Vous vous souvenez? La clarté dans la confusion. Allez, question, qui c'est qui l'a dit de 2 points sur Marine Le Pen à la cérémonie de la panthéonisation des Manouchians. Le Rassemblement National a beau avoir ripolliné la surface, la réalité c'est qu'ils sont toujours dans les mêmes arrière-pensées. C'est une ministre, Romain. Non. Allez-y. Agnès Pannier-Runacher. Bonne réponse de Françoise Degois qui est en pleine forme. Ça fait 2 points de mieux. Ouais. Qui c'est? Sans son téléphone, Sébastien Ménard, il est plus là. J'allais répondre, mais la Il faut vous jeter dessus. j'ai laissé la priorité à droite. Mais quel Le code de la route par Sébastien Ménard. Vous êtes vraiment apolitique, Philippe. Qui c'est qui l'a dit, Romain? C'est une question à 1 point là. Une victoire russe ou une victoire ukrainienne, ça ne se vaut pas. La sécurité de l'Europe passe par une victoire ukrainienne. Romain. Béchu? Non. Pas Béchu. Stéphane Séjourné. Non, Le Cornu. Bonne réponse de Françoise Degois. Stéphane Le Cornu. C'était Stéphane Le Cornu. Sébastien Le Cornu. J'allais dire, moi j'ai dit Stéphane. Non, j'ai mélangé Stéphane Séjourné et Sébastien Le Cornu. C'est combien? On est à combien là? Vas-y. Vous avez 8 points, Sébastien Ménard 2 et les deux Romain et Philippe. Non, mais c'est lui. Mais quelle chambreuse, mais c'est pas possible. C'est pas ça, comme il fait son malin et qui m'a grugé 2 fois. Donc, ça c'est 3, Françoise. 2 c'est 3, enfin 2 c'est 2 doigts en fait. Question, qui c'est qui l'a dit? Pour 3 points sur l'agriculture. Il n'est pas question de fermer les frontières. L'agriculture française exporte, elle est compétitive. La France est un grand pays agricole. Facile. C'est le ministre de l'Agriculture. Non. Agnès Pannier-Runacher. Allez, Olivia Grégoire. Bonne réponse d'Olivia Grégoire. Sud Radio, c'est facile. J'ai écouté Sud Radio ce matin. Bravo. J'ai plus assez d'espace pour mettre les points de Françoise Degois. On va les donner aux autres. Qui c'est qui l'a dit? Question à 3 points, Romain. Les agriculteurs représentent la France que l'on ne voit pas. C'est un maire de grande ville. Ah bah oui. Attendez, Romain. Un maire de grande ville. À chaque fois, il dit grande ville et tout le monde lui dit bah non. Non. Bah mais non. Bonne réponse. Il l'a dit plus vite. Non. Il l'a dit avant. Je la donne à François. De toute façon, au stade où t'en es. Je vous expliquerai. J'ai gagné 3 fois de suite. Oui, donc c'est élégant de vous laisser la T'étais pas là. Lundi, mardi, mercredi. Ah oui, mais jamais le jeudi.
jamais le jeudi. Mardi, c'est vrai que Mais c'est la preuve, regardez, Il a gagné 3 fois. On se croirait à la vente aux bestiaux. Hein. C'est pour moi, non, c'est pour moi. Allez, question qui c'est qui l'a dit, 3 points, Romain. Nous n'avons pas l'intention de réguler l'installation des médecins. Non. Non, une ministre du Travail. Ah, mais c'est Catherine Vautrin. Angélique, en cœur de Sébastien Turnistan. Ménard. C'est moi qui Non, François. Non, j'ai gagné. On donne 3 points, c'est merci. Non, Non, mais c'est dégueulasse, vous allez Nous pas ne me sommes juger. pas dégueulasses. Nous juste, sommes juste, je nous n'ai sommes pas dit que vous êtes Merci. dégueulasse, j'ai dit c'est dégueulasse. On en fait une c'est dernière. vraiment dégueulasse. Celle-là, elle est à 3 points. Et J'ai je gagné. suis à je vais gagner. combien, moi? Oh, vous êtes à 14. Oui, ça va, tu peux pas Et rattraper. on termine avec une question à 3 points avec du Ménage latin mental, dedans. Françoise. Qui c'est qui l'a dit? La tabula rasa, voilà notre maître mot. Romain, c'est un ministre. Et vous, alors là, vous l'avez dit en le premier. ministre du logement. Non, Avec le maire. bonne réponse de Philippe Bilger. Comme voilà. Comme le latin, tout de suite, on pense à lui. Mesdames et messieurs, Qui a gagné? Philippe Bilger is back. Non, bravo. Ah oui, c'était qui perd gagne Non, aujourd'hui, mais c'est François. Donc c'est Romain qui a gagné parce qu'il est Fanny. Hein. Ah, à chaque fois, vous me grugez. Elle a combien? Est-ce que je peux avoir 14. des applaudissements? Ça ça part. Voilà. Merci. Bravo, Françoise. Merci. Romain, merci beaucoup. On est aussi enthousiaste qu'au sommet suprême quand ils applaudissaient. J'allais te le dire, on se croirait dans la 5e On était très contents de vous avoir, Romain, Très et merci content de vous beaucoup avoir, parce que merci. voilà, c'était bien de vous entendre commenter l'actualité avec nous. En fait, le truc, c'est que tous les jours, les ministres, ils disent tellement de conneries que je peux plus suivre. Ah, c'est vrai. C'est le meilleur. Merci. Pour ça, il mérite une Merci mille fois, Romain. Et puis rentrez Avec bien grand plaisir. à Bordeaux. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi? Une merveille du cinéma français est morte. Oui, absolument. Vous avez raison. Françoise Degois. Eh bien, le retour de la gale, du scorbut, les maladies de la pauvreté en Grande-Bretagne, c'est très inquiétant. Et Sébastien Ménard. Elon Musk qui veut nous pucer les cerveaux. À tout de suite, on fait une petite pause. Au cas où vous nous demanderiez l'heure, il est 18h07. Comme ça, c'est fait. Si vous avez un train à prendre, par exemple, elle est dingue. et qu'il était à 18h04, vous l'avez c'est trop raté, tard. et voilà, c'est ça. C'est ça. Oh, bordicus. En tout cas, bienvenue à tous. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Pas qu'on dirait un personnage de BD, Mordicus, j'adore. Ouais. Ça pourrait être un personnage d'une BD de Bretéché. Tu te souviens pas? Vous vous souvenez pas les magnifiques. Elle avait du talent. Ah, quel talent. Elle avait du talent, c'est ça qui a fait. Non, mais je la vois. Non, mais je la vois tout à fait en héroïne dans les triplés, etc. Oh là. Tout à fait, c'est très mignon. drôle. En tout cas, la bienvenue, on vous souhaite la bienvenue à tous. Sébastien, 0826 300 300. Regardez la tête de Sébastien Ménard, qui ne s'est toujours pas remis de sa défaite au quiz. Oui, j'ai pas compris comment vous avez réussi à mettre 14 points. Non, Voilà, mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il a aussi triché et il a perdu. Non, C'est ça qui est fou. Mais je pense qu'il avait les réponses d'il y a 15 jours. C'est ça le problème. Mais comme les questions sont toujours les mêmes, j'avais finalement. Il raconte à peu près toujours les mêmes conneries. Allez, les amis, dans un instant, Félix Mathieu, vous avez la parole. On parle de quoi et vous nous emmenez où? On va partir à Auch, dans le Gers, où les agriculteurs ont déversé hier soir, les jeunes agriculteurs, ils ont déversé des bennes devant plusieurs bâtiments officiels. On en parle dans un instant. Et je vais pousser un coup de gueule contre Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a publié un tweet que j'ai relu 10 fois avant de le traduire pour m'assurer que mon niveau d'anglais n'avait pas fait naufrage, comme le texte de ce tweet qui dit « Accrochez-vous bien ». L'Afghanistan a fait des progrès en matière d'amélioration de la sécurité, de réduction de la corruption et d'interdiction de la culture du pavot, mais il reste encore beaucoup à faire. La communauté mondiale doit continuer à faire pression pour garantir que les besoins et les droits de tous les Afghans soient la priorité centrale des autorités de facto. Oui, vous avez bien entendu, l'ONU félicite le régime des talibans sur la sécurité, la corruption et la culture du pavot. Pas un mot dans le même tweet pour les femmes afghanes, pas un mot sur la démocratie, pas un mot sur les droits de l'homme, à croire que les femmes sont des sous-citoyennes et que la démocratie et les droits de l'homme sont devenus ringards pour l'ONU, que le général de Gaulle appelait à juste titre le machin. Alors il y a quelques années, en déplacement au Portugal, le pays d'origine d'Antonio Guterres, j'avais été voir un film français dont le titre dans la langue de Camões était « O jantar de Palermas », ça veut dire le dîner de con, ce tweet ayant été publié un mercredi soir, il y a peut-être une relation de cause à effet. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger? Rendre hommage aux talibans, ça, je suis tombé de l'armoire.
par moment, il a une vivacité dans son indignation qui m'épuise. C'est Guterres. Alors, non, il fait un peu allusion aux problèmes qui ne vont pas, tout de même. Mais un petit peu dans... Non, mais moi, sans aucun bémol, je vous félicite. J'ai presque failli le prendre, en fait, ce soir, en coup de cœur, en coup de gueule. Non, elle est mieux s'inspirer de vous. Non, mais c'est insupportable. Répétez ce que vous avez dit. Vous félicitez Philippe David ? Bien sûr, mais il a absolument raison. C'est insupportable. Non, mais la différence. La réalité, c'est que, bien sûr qu'il y a des progrès qui ont été faits sur la culture du pavot, mais c'est pas le sujet. Le sujet n'est pas là. C'est comme si vous félicitiez Hitler parce que l'industrie allemande est repartie parce qu'il a mis en place la politique des grands travaux. C'est-à-dire que vous parlez de... Non mais, on est chez les fous. Alors moi, je ne taperai jamais chez l'ONU parce que je pense que le monde serait bien pire sans l'ONU, mais vraiment, ce secrétaire général, il est en dessous. Vraiment de plus en plus, en fait. Sébastien Ménard. Ce tweet ne dit rien, ce tweet n'apporte rien. Et là où je suis d'accord avec Françoise, c'est que honnêtement, on aurait pu s'éviter cette espèce de début de commencement de satisfecit vis-à-vis d'un régime qui est une dictature et qui est une immondice politique et intellectuelle. Ah, j'aime bien immondice, j'achète. Immondice, il n'y a pas d'autre mot, je suis d'accord. Immondice. Bon, direction avec notre ami Félix Mathieu, le Gers et les agriculteurs, Félix. Oui. Bien, immondice. On va à Auch ce soir. Le chef-lieu du Gers avait été jusqu'ici relativement épargné par la colère agricole. Mais hier soir, les tracteurs se sont fait entendre sur plusieurs points de la ville. Des bennes déversées devant la préfecture, les services des impôts, la direction départementale des territoires, mais aussi devant la permanence du député Renaissance Jean-René Cazeneuve ou même devant les locaux du PS et de LR. Bonsoir Dorian Massaglia. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes responsable des jeunes agriculteurs dans le Gers. C'était un coup de pression, ça, avant le salon de l'agriculture qui commence samedi ? C'était un dernier coup de pression, comme il y en aura un ce soir sur Condon, sur la sous-préfecture. C'est pour rappeler qu'on est encore là. Il y a eu des annonces supplémentaires du gouvernement. Hier, vous avez vu ça sur les normes concernant les produits phytosanitaires ou sur les visas pour les saisonniers. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens ou pas du tout ? Vous attendriez quoi aujourd'hui ? Pas du tout. Nous, ça fait maintenant 2 mois. On est carrément dégoûtés, je pense, de l'État. On a des problèmes de trésorerie. On ne sait pas si on va arriver l'an prochain avec nos exploitations. Et là, on se retrouve à avoir des annonces. Enfin, il n'y a rien de concret, quoi. Nous, on a des exploitations à moins de 10 000 euros sur les comptes. On ne sait pas comment on va arriver l'année prochaine. On n'a toujours aucune nouvelle. Françoise Degois. Denis, c'est vrai que vous n'avez pas la trésorerie. Moi, j'entends beaucoup ça de toutes les remontées de terrain, que vous n'avez même pas la trésorerie suffisante pour acheter finalement les semis. Est-ce qu'on en est là dans vos exploitations ? Pour acheter de quoi semer, de quoi planter est-ce que c'est vrai ? Dans l'Occitanie et bien particulièrement le Gers, c'est bien vrai. Moi, l'année dernière, j'ai fait une année à moins de 10 000 euros. Je me suis sorti 156 euros de salaire. J'ai le bilan comptable depuis hier chez moi. Donc c'est une catastrophe. Est-ce que vous pensez vraiment que ça sert à quelque chose, le grand débat blabla Enfin, moi, je suis très critique par rapport à ça, d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Est-ce que ça fait partie des choses que vous trouvez utiles ou pas ? Utile, je pense que ça reste toujours utile quand même. Enfin, à un moment donné, ça fait depuis novembre qu'on est dehors, là, ça fait 1 mois qu'on intensifie les mouvements, ça bouge partout en France. Ils sont toujours pas capables de sortir des mesures. Nous, c'est des annonces, comme c'est quelque chose de concret pour le salon, et on se retrouve avec un débat. Il y a quand même un sentiment de dégoût, quoi, et de mépris de l'État. C'est sûr que 156 euros de salaire, ça cesse, ça c'est sûr. J'entends le désarroi de notre auditeur agriculteur. Je dis simplement qu'il n'y a pas de dégoût, il n'y a pas de mépris. Je pense que l'illustration de la mobilisation pleine et entière d'un certain nombre des membres du gouvernement, dont le Premier ministre, qui est allé sur le terrain, qui est allé quelque part mouiller la chemise. C'est sûr que une fois qu'il a mouillé la chemise, je dirais, sur la sortie, c'est de la communication, on va pas se mentir. Après, moi, je peux comprendre qu'on attend des mesures concrètes. Et en même temps, on parle d'un déficit budgétaire, on parle de restrictions budgétaires partout. Moi, j'ai aussi hâte d'entendre le président... Sauf que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Mais la temporalité... C'est sûr. Quand on est haut fonctionnaire ou quand on est ministre à plusieurs milliers d'euros par mois et quand on n'arrive pas à se payer quelques centaines d'euros par mois, évidemment, la temporalité et la quotidienneté, on ne la vit pas de la même manière. Il n'en demeure pas moins qu'il y a
pardonnez-moi monsieur, il n'y a pas de mépris, absolument pas de mépris. J'ai une question pour vous, Dorian. Normalement, c'est trop tard, Françoise, mais allez-y. En une seconde, est-ce que vos syndicats sont efficaces? Parce que j'ai l'impression que c'est pour la première fois la cogestion FNSEA gouvernement, ça marche pas. Non, je pense que c'est devenu très compliqué. C'est parti de la base. Les syndicats se sont fait déborder. Maintenant, je pense que les syndicats, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Merci beaucoup, Dorian Massaglia, secrétaire général des jeunes agriculteurs du Gers. Vous savez que vous avez la parole chez nous quand vous voulez. Si vous voulez, forcément, vous nous appelez et on vous prendra à l'antenne quand vous voulez. On vous souhaite bon courage. 156 €, j'en reviens pas. J'ai vraiment du chagrin. Franchement, moi, je suis dégoûtée. On pourrait ouvrir des cagnottes. On pourrait, je trouve. Pourquoi on ferait pas une cagnotte Kiss Bang Bang, une cagnotte où on pour aider, tu vois, les mecs, ils ont même pas de quoi acheter pour leur semis, tu vois, c'est insupportable. On n'a qu'à le faire, Françoise. Mais pourquoi on les vraies voix, on n'a qu'à le faire. Okay. On est les vraies voix. Pourquoi on n'ouvre pas une cagnotte, pour les agriculteurs? Et voilà, c'est réglé, on s'en occupe. Allez. Dans un instant, merci beaucoup, Félix Mathieu. À suivre le tour de table de l'actu des vraies voix, Philippe Bilger, une merveille du cinéma. Une merveille, j'y vais Non, c'est après. Non, c'est juste après. Le cinéma est morte. Voilà, exactement. Françoise Degois. Le retour de la gale, du scorbut et du rachitisme, des maladies liées à la pauvreté en Grande-Bretagne, et ça fait flipper quand même. Et Sébastien Ménard. On n'arrête pas le progrès, vous allez pouvoir bientôt, grâce à Elon Musk, contrôler votre ordinateur, votre téléphone par la pensée. Allez, à tout de suite, on fait une petite pause. Bienvenue les amis. Oh, alors vous savez ce qu'on est en train de faire. On est en train de réfléchir à un truc de dingue. À la cagnotte. Oui, on réfléchit à la cagnotte. On va mettre en place une cagnotte pour les agriculteurs. Voilà, on réfléchit, on brainstorming. On a un procureur à côté de nous qui va nous aider. On a Françoise Degois, une gauchiste qui va bien distribuer aux plus pauvres. Ça, c'est sûr. Tout le monde. Si vous saviez que aux plus pauvres, j'ai bien dit, c'est hors de question que les céréaliers touchent 1 centime de notre cagnotte. Et un mec qui réfléchit, Sébastien Ménard, qui ne prendra aucune rémunération pour changer. Vous faites bien de le souligner. Oh, mordicus. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Et on réfléchit à ça. On va vous tenir informés parce que c'est plutôt important. Même nous, on doit s'engager, ça c'est sûr. Bien sûr, même si on donne 1 €, 2 €, c'est vachement bien. Mais ouais, c'est bien. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Venez à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est récente cette tableur des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. C'est à Micheline Prel que vous voulez rendre hommage, Philippe Bilger. En effet, Micheline Prel est morte à 101 ans. C'est une actrice extraordinaire et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était sa beauté, mais qui n'était pas une beauté froide. C'était une beauté pleine de vie, pleine de coquetterie, espiègle, beaucoup d'esprit. Elle a joué dans des très grands films, Le Diable au corps, notamment avec Gérard Philippe. Elle a fait une carrière américaine, elle a joué avec beaucoup de metteurs en scène français. Jean Gabin l'admirait beaucoup parce que il considérait que c'était une très grande actrice. Elle a fait une carrière américaine, elle est revenue, elle a arrêté, je crois, aux alentours de 2012. En réalité, sa carrière au cinéma et à la télévision où elle a connu un immense succès avec Les Saintes Chéries. C'est une femme extraordinaire dont je me souviens parfois des propos et des acidités qu'elle avait. Vraiment une grande dame, une immense actrice qui faisait honneur au cinéma français et qui est morte dans des conditions évidemment d'extrême âge, mais elle me touche. Je la vois dans Le Diable au corps en particulier. Oui, moi, elle me touche beaucoup. Alors, c'est pas ma génération, mais elle fait partie, j'ai envie de dire, elle fait partie des meubles, vous comprendrez que c'est pas trivial, mais bien sûr, elle fait partie de la Maison France, en fait, comme Michel Morgan, comme Michel Mercier aussi, avec les Angéliques, Marquise des Ganges. Et moi, je me souviens des Saintes Chéries, j'étais petite, mais j'ai toujours, je note ce que vous dites sur son tempérament, qui me paraissait être extrêmement pétillant, joyeux, malicieux. J'aimais bien cette femme. Ouais, j'aimais bien cette femme. Et la mère de Tony Marshall. Oui, donc. Sébastien Ménard. Alors moi je connais plus Tony Marshall que Micheline Prel. Ce que je dirais c'est simplement c'est que c'est toujours beau quand on a d'immenses artistes qui réussissent quelque part à traverser plusieurs générations. Et c'est notamment son cas, a fortiori quand on vit 101 ans.
On reviendra sur cette espèce d'éternité à laquelle on aspire tous. Mais voilà, donc c'est une immense carrière. Ça fait partie effectivement de la Maison Culture France. Et bravo Philippe pour ce petit coup de projecteur. C'est bien, je trouve ça super. Et elle a, en tout cas, de la regarder jouer, a mis en place pas mal de vocations, a créé beaucoup de vocations auprès de jeunes petites actrices aujourd'hui. Ça, c'est on se rend pas compte de l'impact de cette femme parce qu'il y a toutes les grandes radios et on fait vraiment leur ouverture. Vraiment, on pensait, parce qu'en fait, dans mon ignorance, je pensais en fait qu'elle était décédée depuis longtemps. Bien. C'est bien en tout cas de ne pas les oublier. Chère Françoise, sur ces maladies victoriennes en Angleterre. Oui, et on les appelle les maladies victoriennes parce que l'ère victorienne, elle est marquée par les grands progrès bien sûr, mais elle est marquée aussi par la pauvreté. Et c'est le Guardian qui publie une enquête absolument terrifiante ces derniers jours, je pense hier ou avant-hier, où il rapporte, le Guardian, après avoir enquêté sur l'ensemble de la Grande-Bretagne, que le retour est massif et explosif de la gale, du scorbut et du rachitisme. On les appelle ces maladies victoriennes parce qu'elles sont évidemment les maladies qui sont liées à la pauvreté, l'extrême pauvreté, et puis les difficultés aussi d'hygiène et de malnutrition. Et de malnutrition, voilà, je cherchais le mot, merci Philippe. Et donc on est quand même là, on est au XXIe siècle. La Grande-Bretagne, avant le Brexit, peut-être un peu moins vrai maintenant, était la 4e, 5e, 6e puissance du monde. On s'est toujours tiré la bourre, la France et la Grande-Bretagne, mais ce sont des grandes nations développées, et voir revenir ces maladies de la pauvreté, ça devrait nous mettre des warnings à toutes et à tous dans la tête, parce que c'est en train de revenir en France, nous le savons, c'est en train de revenir en Italie, le scorbut. Comment se fait-il que ces immenses pays développés que nous avons atteint Allemagne, première puissance, France, 2e, Italie, 3e, Grande-Bretagne avant sa sortie, nous étions à touche-touche avec la Grande-Bretagne. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors le Guardian a une explication un peu politique. Les 15 ans de politique conservatisme, de conservatrice, avec les coupes permanentes dans tous les budgets. C'est pour ça que le sujet que vous avez choisi est passionnant ce soir dans la première partie de l'émission. Parce que qu'est-ce que ça donne quand on coupe, on fait des coupes franches sur le régalien, les services publics? Eh bien, à terme, ça donne des désastres presque techniques, les bus qui marchent pas, etc. Mais ça donne aussi des désastres humains. Attention à ce qui est en train de nous arriver. Attention à ce pays de cocagne qu'est l'Europe. À force de faire des coupes budgétaires, à force finalement de vouloir à ce que tout soit rentable, eh ben, on met en danger la vie humaine. Il y a quelque chose, pardon Sébastien, il y a quelque chose d'extraordinaire, Françoise, dans des progrès indéniables, notamment sur le plan scientifique, sur le plan... Et en même temps, on a l'impression du retour de fléaux ancestraux. C'est vrai, vous avez raison. Étrange. C'est flippant, moi ça m'a vraiment fait peur, parce que regardez ce que nous sommes capables de faire avec les cancers, avec l'immunothérapie. Nous sommes capables d'opérer des bébés in utero. À Necker, on fait des opérations in utero. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pardon. Sans mauvais jeu de mots, ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, et là vous devriez rire, une fois que j'ai fait cette vanne, qu'aurait dû faire Philippe David. La gale. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous, Françoise. Il y a effectivement quelques éléments qui confèrent au déclin. Je suis d'accord avec ça. Mais pas que. On est aussi, on sort d'une civilisation qui, depuis occidentale, qui a été très hygiéniste ces 50 dernières années. Et moi, j'ai quand même le sentiment que les gens sont de moins en moins propre. Voilà. Alors évidemment, ça n'a rien à voir. Non, mais le scorbut n'a rien à voir avec l'hygiène. Je dis que ça n'a rien à voir médicalement parlant avec l'hygiène, mais on voit que évidemment plus on a de difficultés, on en parlait tout à l'heure, des difficultés à se nourrir, des difficultés à tout faire. Plus on se néglige, voilà. Plus on se néglige, c'est ce que je suis en train de dire. Et donc de fait, à un moment donné, il faudrait quand même se dire que toutes ces politiques d'austérité ou quelque part parfois la puissance publique n'assure plus toutes ces grandes campagnes, je dirais, de considération de soi, d'hygiène, etc., ça a nécessairement au bout du bout des conséquences néfastes pour l'individu. Regardez chez le dentiste. Ça nous met tous dans le mur. Je vais très court. Regardez quand le gouvernement italien supprime l'an dernier au mois d'août l'équivalent du RSA pour 2 millions d'Italiens, mais à un moment donné, je pense à ça parce que ça n'est pas encore arrivé chez nous et fort heureusement, je croise les doigts. Et bien évidemment, ça se rejaillit surtout. Les produits d'hygiène coûtent cher, par exemple. Et la bonne nourriture dont nous parlions tout à l'heure, elle coûte plus cher évidemment.
En tout cas, on reviendra dans un instant. Merci beaucoup, Françoise. Un qui a beaucoup de sous, c'est Elon Musk. On en parle avec Sébastien Ménard dans un instant. À tout de suite. Ça s'est passé. Et ce tour de table avec Philippe David, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous, 0826 300 300. Le tour de table de l'actu, vous le savez, ce sont nos éditorialistes qui viennent avec des sujets qu'ils ont envie de porter et de partager. Sébastien Ménard, celui du cas Elon Musk. Et oui, et pour tout vous dire, j'étais assez partagé, assez mitigé quand j'ai lu dans la presse quotidienne, mais j'ai aussi entendu ça sur des médias concurrents. On parlait effectivement de l'expérimentation animale à la sauce Elon Musk. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'a-t-il encore fait ? A-t-il testé ses bagnoles avec des animaux ? A-t-il envoyé des animaux dans l'espace ? On a vu effectivement récemment un certain nombre de déboires dans sa conquête spatiale. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai découvert qu'il avait une société qui s'appelle Neuralink et qui travaille en fait sur... Déjà le nom, ça fait flipper. Sur un produit qui s'appelle télépathie. C'est quoi ce produit ? C'est ni plus ni moins le fait de plugger une puce, donc une puce électronique, une puce informatique sur le cerveau. Plugger, c'est installé. Oui, voilà. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Alors, est-ce qu'il veut nous espionner ? Est-ce qu'il veut lire dans nos pensées, etc. Non, mieux que ça. Mieux que ça. En fait, il veut faire en sorte que celles et ceux qui ne peuvent pas se mouvoir, celles et ceux qui sont empêchés, notamment de parler. Il a pris l'exemple de Stephen Hawking. Rappelez-vous, cette espèce de génie scientifique qui décryptait l'univers et la place qu'on a microscopique dans l'univers, avec les talents narratifs qui étaient les siens, les talents, je dirais, pédagogiques indéniables qui étaient les siens. Et en fait, il a mis ça en place et ça marche. Donc, il a quelque part installé. Donc là, c'est pas Elon Musk évidemment, mais sa société, ses scientifiques et on en parle souvent avec Françoise Degois en se disant, mais que fait-il de tout son argent ? Son argent, il le réinvestit quasi jusqu'au dernier dollar pour faire progresser l'humanité. Alors oui, effectivement, je me suis indigné sur l'expérimentation animale parce que c'est jamais bien et quand on peut évidemment éviter tout ça, il faut évidemment le faire. Voilà, j'ai envie de dire jusqu'au dernier agneau, jusqu'au dernier chimpanzé. Mais là, pour le coup, je pense que on ne se rend pas compte, je dirais, du positionnement, je dirais, de cet entrepreneur un peu dingue, faut être extrêmement clair, et de sa manière de travailler pour faire progresser l'humanité. Voilà, donc je partais d'un coup de gueule et finalement j'arrive sur un coup de projecteur. Regardez ce que c'est que télépathie, regardez ce que ça va pouvoir faire. Je pense à un certain nombre, on a des auditeurs qui sont évidemment dans des situations de handicap, qui sont malades, etc. Voilà, c'est une vraie révolution qui est en marche. Imaginez qu'on va plugger un truc comme ça sur Philippe David. Imaginez ce qu'il va en faire. Il dira moins de bêtises. Il dira moins de bêtises déjà. Non, mais ce qui est d'extraordinaire, Sébastien, c'est que quelqu'un comme moi, j'ai une peur panique de l'avenir. Il ne me plaît pas. Et quand j'entends ça, évidemment, je ne peux qu'être enthousiaste devant les inventions que des génies vont créer. Qui existe déjà. Absurde d'être globalement pessimiste. C'est compliqué en fait d'avoir un jugement sur Elon Musk en réalité, parce qu'il est quand même assez effrayant dans un certain nombre de prises de position. Mais c'est un visionnaire quand même. Voilà, c'est ça. Mais j'ai toujours aimé les gens singuliers. Alors donc lui, il est plus que singulier, c'est-à-dire il est complètement barjot en réalité. Mais cet homme, il est même pluriel, j'ai envie de dire. Il a un côté apprenti sorcier, mais je ne vais pas dire ici que des banalités. Qui consiste à dire que un certain nombre de scientifiques ont eux aussi été pour faire progresser l'humanité, pour nous soigner d'un certain nombre de... attention. Voilà. Mais il y a évidemment une dimension qui est celle de l'aventure intellectuelle, de l'aventure scientifique, de l'aventure technique. Il veut clairement rendre les hommes immortels, et il s'en est pas caché, c'est ça, il veut l'homme augmenté, l'homme immortel, donc attention aussi, philosophiquement et politiquement, qu'est-ce que ça signifie le surhomme, Dieu est mort, Nietzsche, les vraies voix en 2150, moi je signe, je signe tout de suite. Non, mais je veux dire, il faut quand même faire attention à ce que ça peut générer aussi comme pouvoir absolu. Attention aussi. Non, mais il y a un pas entre l'immortalité et faire en sorte que la vie des gens soit plus agréable. Je suis d'accord. Chez tous ces génies, tu as la même caractéristique, l'envie de dépasser l'humain.
Un type comme Steve Jobs, au-delà de ce qu'il a inventé, c'est exactement la même chose. Steve Jobs était désespéré à la fin de sa vie avec son cancer. Il disait, vous vous rendez compte que j'ai inventé l'iPhone, je suis incapable de trouver un traitement qui va m'empêcher de mourir. Donc, non, mais bien sûr, il y a cette peur de la mort qui est en fait leur moteur. On a tous peur de la mort, comment dirais-je, dès qu'on est, on a intégré qu'on allait mourir. Donc, c'est un moteur mais pour l'instant, on n'a rien inventé. Non, mais qui génère nos vies. Non, mais ça génère nos vies. Moi, j'ai peur de la mort des autres, pas de la mienne. Oui, mais c'est ce qu'on pense. Mais en réalité, vous savez, c'est une chose qu'on dit quand on est bien vivant. Et quand on est confronté, non. La peur de la mort est intrinsèque. Ah non, je dis pas que face à la mort, je ne l'aurais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est celle des autres qui me fait peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça génère tous nos comportements. Et d'une certaine manière, le grand mystère des religions, c'est l'explication de la mort. Et la grande question existentielle des êtres humains, elle ne se résume qu'à ça. Et en fonction de ça, on vit. En fonction de cette peur de la mort, il y a des gens qui vont conquérir des territoires, d'autres qui vont rester recroquevillés dans leur appartement. Mais c'est la peur de la mort qui est toujours notre moteur. C'est le divertissement pascalien. Nous sommes pascaliens parce qu'en réalité, je vais me faire pluguer parce qu'a priori, ils pensent que j'ai les neurones un peu faiblards, les vrais voix. C'est pas qu'ils pensent, c'est qu'on est dans le cercle. C'est ça le problème. Imagine. On a un rapport de l'ONU et de l'OMS. Et on a un rapport sur le QI de Philippe David, effectivement. Les services secrets américains nous ont écrit en disant there's a big problem with Philippe David. Merci beaucoup. Banque en Suisse m'a écrit aussi. Un problème avec votre magot. Ménard, merci beaucoup pour ce sujet passionnant qui nous a permis de rentrer dans une petite phase philosophique intéressante. Dans un instant, plutôt du terre à terre. Alors là, on est aussi dans un second monde, la fiabilité du président des États-Unis. J'ai envie de vous dire, Joe Biden remise en question après ce dernier qui a traité Vladimir Poutine de fils de. Je vous laisse imaginer la suite, cher Philippe. Oui, et on vous pose cette question. Est-ce que finalement ces propos ne sont pas graves dans la bouche d'un chef d'État, la première puissance du monde? Est-ce qu'il est encore crédible pour parler sur la scène internationale? Biden risque-t-il de causer une crise diplomatique majeure? Vous dites oui à 85%. Et Olivier Piton sera avec nous, avocat français aux USA, et on lui posera cette question. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Retour des vraies voix. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois. On est à l'antenne. Avec Sébastien Ménard. Oui, c'était un sujet très intéressant. C'est un sujet très intéressant. Pas très gai, mais très intéressant. Ils sont comme à la maison. Non, c'est pas le sujet maintenant. Non, c'est pas le sujet. Biden. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Face aux insultes entre les États-Unis et la Russie. Le président américain s'en est pris violemment à Vladimir Poutine. Un conflit nucléaire provoqué par, je cite, ce salopard cinglé de Poutine. Son of a bitch. Cela peut sembler être une tentative d'apparaître comme un cow-boy d'Hollywood. Quand il est loin des caméras, le président américain a la réputation d'avoir l'insulte facile. L'utilisation d'un tel langage à l'encontre d'un autre chef d'État par le président des États-Unis n'est pas susceptible d'affecter notre président Vladimir Poutine. My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I become president. Des propos qui font honte aux États-Unis, c'est la réaction après ces insultes de Joe Biden à Vladimir Poutine. Pas la peine de vous les répéter, vous les avez entendus. Avant cette polémique, ce sont les gaffes involontaires de Joe Biden qui suscitaient l'inquiétude quand il avait confondu le président égyptien et mexicain, Macron et Mitterrand, ou encore Angela Merkel et Helmut Kohl. Alors parlons vrai, est-ce qu'il est encore crédible pour parler sur la scène internationale? Est-ce qu'il est conscient de son état, puisque vous l'avez entendu en anglais, il a dit « ma mémoire va bien, elle est parfaite ». Est-ce que vous pensez que sa santé mentale pourrait, pourquoi pas, créer une procédure d'impeachment aux États-Unis? Biden risque-t-il de causer une crise diplomatique majeure? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre expert du jour, Olivier Piton, qui est avec nous, avocat français aux États-Unis, ancien député suppléant les Français d'Amérique du Nord et auteur de ce livre, Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, aux éditions Plomb. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Washington, je crois. Absolument, de Washington. Vous avez beaucoup de chance. On a eu un peu de neige ce matin. Vous avez doublement de la chance. Philippe Bilger. On a que de la pluie, nous.
Finalement, avec cette question, est-ce qu'on risque une crise diplomatique à force? Alors, c'est mine de rien, cette interrogation est beaucoup plus complexe que le propos abrupt de Biden pourrait le laisser croire. Parce qu'au fond, qui dans son cercle intime ne serait pas prêt à traiter de tous les noms Poutine, notamment probablement après l'assassinat de Navalny. Mais je me demande, et tout à l'heure Maître Piton y répondra, est-ce que Joe Biden s'inscrit sans le vouloir dans une sorte de langage diplomatique qui depuis quelques années devient de plus en plus grossier et vulgaire, comme si on quittait les gracieusetés diplomatiques pour aboutir à une sorte de parler vrai, voire de parler grossier? Ou est-ce qu'il faut considérer que Biden, compte tenu de son grand âge et de la libération de ses propos et de ses pensées, est prêt à dire n'importe quoi? Et dernier élément, est-ce qu'il est vraiment conscient, par ces mots-là, de sortir du jeu diplomatique, ou est-ce que d'une certaine manière, il ne précède pas peut-être la diplomatie de demain? Françoise Degois. Moi, je pense qu'il est tout à fait conscient de ce qu'il dit. Joe Biden, c'est un grand, et Olivier Piton le sait très bien, c'est un grand spécialiste de ces formules abruptes. Il est extrêmement lissé, et par ailleurs, je rappelle que c'est pas une déclaration officielle, c'est une déclaration devant des donateurs. C'est pas à un moment donné Joe Biden qui a pris la parole à la Maison Blanche lors d'une conférence de presse hebdomadaire en disant Vladimir Poutine est un fils de pute. Non, c'est un vieux routier, Joe Biden. Alors bien sûr, il a des absences, ça c'est évident, qui peuvent inquiéter les gens. Mais c'est un vieux routier de la politique. Il sait aussi qu'est-ce qu'il envoie comme signal. Qui a envie de faire de Poutine une victime aujourd'hui? Qui ne pense pas dans son fort intérieur, la moitié en tout cas de la planète, l'autre moitié soutenant Poutine, pense pas que Poutine est un type qui sacrifie 150 000 soldats russes sur le front ukrainien, qui attaque des pays en plein état de droit, qui fait assassiner ses opposants, qui pense pas dans sa cuisine quel fils de pute. Donc moi je pense que la crise diplomatique, j'y crois pas. Après, c'est le problème de la substitution. Sébastien Ménard. Est-ce qu'il peut être encore candidat jusqu'au bout? Je sais pas. La crise diplomatique, j'y crois pas non plus, mais en tout cas, ça illustre quelque part la déconnexion irresponsable d'une élite politique mondiale. Voilà, je rappelle quand même que le rôle des États-Unis, alors normalement, enfin, quand on est à peu près idéaliste et humaniste, comme un certain nombre d'entre nous autour de cette table, on peut se dire qu'effectivement, la première puissance mondiale, elle est censée nous aider à trouver une voie de passage avec Poutine pour faire la paix, pour éviter que l'Europe soit totalement atomisée, parce que c'était en train de se passer. Enfin, on en a parlé une grande partie de l'émission. La conjoncture aujourd'hui dans laquelle nous sommes est liée notamment à ces tensions internationales et à cette tension internationale. Et très clairement, qu'il soit conscient, pas conscient, etc. Moi, je trouve lamentable qu'un type qui est le président de la première puissance mondiale puisse se laisser aller à de telles considérations. On peut le penser, on a le droit de le penser. On a le droit de penser ce qu'on veut de Vladimir Poutine, mais on ne peut pas le dire comme ça gratuitement. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est pas gratuit. Moi, c'est calculé, c'est trumpisé. Mais c'est une erreur intellectuelle et une faute politique. On va poser la question à Olivier Piton, avocat français aux USA. Moi, j'ai envie de vous demander, comme l'écrivent David et l'homme, un président ne devrait pas dire ça. Sauf que ça n'est pas un président européen, c'est un président américain et on est en campagne électorale. Et donc ça change évidemment la donne. C'est-à-dire que, bien évidemment, Joe Biden s'adresse d'abord à son électorat aux États-Unis avant de s'adresser au reste de la communauté internationale. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il avait déjà, entre guillemets, insulté Vladimir Poutine il y a quelques mois. Quand on lui avait posé la question de savoir si c'était un dictateur, il avait répondu sans hésiter, oui. Absolument, c'est un dictateur. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, il faut faire absolument une différence entre ce propos sur Vladimir Poutine et le reste des problématiques cognitives dont on aura peut-être l'occasion de parler, c'est que Joe Biden essaye de réactiver un vieux sentiment anti-russe qui date de la guerre froide chez les Américains, qui considèrent que eux sont de toute façon le camp du bien et que la Russie, et en particulier la Russie de Poutine, représente de toute façon toujours l'ennemi éternel, celui contre lequel il ne faut jamais baisser la garde. Donc, son propos est plutôt populaire aux États-Unis, y compris chez les républicains, où on estime qu'il a raison d'être dans une posture un petit peu virile, pour ne pas dire plus. Et puis, dernier point très rapidement, son of a bitch n'a pas exactement la même connotation que fils de pute en français. C'est quand même
Un peu moins. C'est une insulte. Ça veut dire enfoiré. Enfoiré. Voilà, c'est plutôt. C'est enfoiré. Mais littéralement, c'est quand même le langage des faibles, Sébastien Ménard. Oui, moi je confirme ce que je disais il y a quelques instants, c'est une faute politique. Voilà, quand on est un grand leader. Non, parce que là on est dans de la tambouille électorale, comme le dit Olivier Piton, on est dans de la tambouille électorale. C'est-à-dire qu'il a besoin quelque part de radicaliser son électorat, il a besoin de faire de l'anti-communiste primaire. Je rappelle que Vladimir Poutine est pas le premier des communistes, hein, loin de là. Loin de là, on est dans du néo-capitalisme. Après, on peut le traiter de dictateur, on peut traiter de tout ce qu'on veut, mais c'est encore une fois prendre les Américains pour des cons, pardonnez-moi l'expression, mais aujourd'hui c'est une faute morale que de faire je suis pas du tout d'accord, je pense que c'est très malin politiquement, je pense que je suis d'accord avec l'analyse d'Olivier, il se trumpise aussi parce qu'il est en retard sur Donald Trump. C'est ça qui est le plus intéressant, et je rappelle, je sais bien qu'il est de bon ton de faire passer Biden pour un vieillard Kakoshi, mais je rappelle d'abord que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Je pense que c'est quelqu'un qui a une maestria politique. Je rappelle que l'insulte entre les présidents est pas quelque chose de rare. Celui qui la pratique le premier, c'est aussi Vladimir Poutine. Donc je vous rappelle les insultes de Bolsonaro à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est pas une raison. Non, mais c'est pas une raison. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal. Personne n'en sort grandi. Excusez-moi, moi je pense que dans la situation actuelle, il envoie un message extrêmement fort en disant ce type-là, de toute façon, on va l'éliminer, c'est notre adversaire. Et je trouve que c'est pas mal, moi. Je me demande si François, sur ce plan-là, n'a pas raison, et c'est une question que je pose. Est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas chez Biden la volonté de reprendre à Trump quelque chose qui, à tort ou à raison, pouvait être perçu comme une avancée, un avantage, c'est-à-dire une sorte de personnage, de personnalité qui parlait vrai et brutal et qui faisait plaisir à tous les électorats? La question s'adresse à moi? Oui, Olivier. À personne d'autre. Excusez-moi. Oui. Pardon, Philippe, pardon. Oui, absolument. L'une des différences fondamentales qu'on ressent ici aux États-Unis, quand on y vient un petit peu par rapport à l'Europe et en particulier par rapport à la France, c'est l'image que le peuple américain se renvoie à lui-même de ce qu'est un président des États-Unis. Un président des États-Unis, c'est d'abord un commandant en chef. C'est une sorte de leader, d'une sorte de virilisme assumé. Donc c'est pas un intellectuel, en tout cas. C'est pas l'image qu'il veut dégager de lui. C'est quelqu'un qui règle les choses, qui fixe les choses, qui les répare. C'est toujours cette image du gars qui va faire. Voilà, on lui demande pas d'être forcément extrêmement brillant, mais on lui demande de faire. Et en l'occurrence, vous avez raison de rappeler que depuis à peu près 2 mois maintenant, Joe Biden est systématiquement en retard dans les sondages par rapport à Donald Trump, qu'il est donné battu dans les 6 États qui feront l'élection, à savoir le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada, et que donc l'un des moyens aussi de pouvoir tenter de refaire son retard, c'est de jouer cette carte du grand singe dominant, de l'alpha mâle. C'est pas moi qui le dis, il y a eu une émission qui a été faite il y a pas tellement longtemps, où effectivement on a ce sentiment du combat des 2 grands singes, et donc cette volonté de marquer virilement qu'il est opposé à Vladimir Poutine est aussi effectivement un moyen de tenter de rattraper son retard, c'est incontestable. Mais Olivier Piton, noyé finalement dans ces erreurs, de mélanger des pays, de mélanger des chefs d'État, est-ce que la tactique peut fonctionner? Parce qu'on a l'impression que ça fait partie du lot, en fait. Ça fait partie de peut-être un président qui devient sénile, qui confond les présidents, qui confond les pays, qui finit par insulter tout le monde. Est-ce que ça va pas participer justement à ce que pensent aujourd'hui certaines personnes de lui? Au contraire, je pense que justement pour essayer de tordre le cou à cette rumeur qui s'amplifie et qui d'ailleurs n'est plus une rumeur aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus confirmé, le fait de retrouver les fondamentaux de ce qu'est un président des États-Unis, un commandant en chef dans l'esprit des Américains, dans l'espèce de, si vous voulez, de mémoire collective américaine, était plutôt habile de sa part, et c'est la volonté de démontrer que non, il n'est pas fou, il n'est pas fini, il n'est pas vieux, il n'est pas sénile, et qu'il renoue avec les vieux réflexes
de la politique américaine vis-à-vis de la Russie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et même du comportement, je dirais presque du surmoi américain en ce qui concerne le commandant en chef. C'est plutôt habile de sa part, et c'est évidemment probablement travaillé, parce que ça n'était pas une réflexion sortie comme ça au cours d'une conférence de presse. Bien sûr, c'est très travaillé. On se souvient que Bill Clinton s'amusait à faire croire qu'il ne connaissait que 150 mots alors qu'il était très intelligent, justement pour être le gars qui est pas très intelligent mais qui fait. Et ça, c'est très bien que vous l'ayez rappelé. Qu'est-ce que c'est un président pour les Américains? Merci beaucoup Olivier Piton d'avoir été avec nous, avocat français aux États-Unis. Thank you so much. Ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, excusez-moi, et auteur de ce livre, Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci les amis, c'était un plaisir. Merci Sébastien Ménard. Pas trop de décalage horaire avec vous Sébastien aujourd'hui. Je suis pas trop mauvais, ça va quand même. Non, ça va. Sauf le qui c'est qui a dit. Mais je vais gagner la semaine prochaine. J'aime bien parce qu'elle n'ose plus le dire, François. Qui l'a dit. C'est passé comme une lettre à la poste. Vous restez avec nous dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France. On va vous parler d'automobile, de la réforme du permis de conduire, de la filière auto qui recrute, et puis les dashcam. Vous connaissez ces caméras qu'on plug pour tout filmer dans les voitures. On en parle dans un instant. À tout de suite.